Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette émission un peu spéciale et très importante pour nous puisqu'il s'agit de notre première émission spéciale entrepreneuriat. Il fait fortune dans les porte-canettes. C'est extraordinaire, j'ai acheté ça il y a 3 ans. J'ai mis le paquet parce qu'ils en ont demandé 55 millions. Et j'ai eu pour 48. J'ai eu 3 millions dans ma poche. Alors certains en rêvent, d'autres le fuient, certains s'y noient, d'autres y créent des empires. Tous partagent la même ambition, celle de travailler plus pour soi, pour être plus heureux. Alors qu'est-ce qu'un entrepreneur? Qu'est-ce que l'esprit d'entreprise? Est-il lié à l'esprit pionnier? Faut-il être chaman pour créer son entreprise et danser gaiement parmi les esprits? Nos invités sont là pour répondre à vos questions. Nous recevons donc 3 ESSEC: Jean-Baptiste Achard de StaffMe. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Guillaume. Arnaud Martin de Musique pour tous. Bonjour Guillaume. Et Pierre-Emmanuel Saint-Esprit de Hellozac. Bonjour à tous. Alors tous sont étudiants de l'ESSEC, mais point n'est besoin de sortir de l'ESSEC pour être entrepreneur. Chacun peut l'être, à condition d'avoir la niaque, et c'est ce que nous expliquerons, les déterminés, avec Moussa Camara, le créateur et président, et Osama Ezaz, leur coordinateur, qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Leur but, créer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Alors, comment créer son entreprise? Le tuto, c'est maintenant, et c'est sur Rêve FM. Mais ça va, y a aucun problème, je leur ai dit j'avais la start-up. Start-up? C'est quoi cette connerie encore, la start-up? Quoi, tu connais pas la start-up? Ça déconne, ils sont d'où, lui? Haute technologie! La start-up, c'est un mot magique. Tu dis ça à un banquier, il t'ouvre le coffre et en plus, il te laisse loose boob. Et tout de suite, je laisse la parole à Colline qui va interviewer donc nos 3 ESSEC. Salut. Alors oui, aujourd'hui donc j'ai la chance d'interviewer ces 3 entrepreneurs et je vais commencer par Arnaud. Donc n'hésitez pas à interagir et à répondre si vous souhaitez ajouter votre petit mot. Arnaud, est-ce que d'abord tu peux te présenter rapidement, t'es en quelle année et est-ce que tu peux nous décrire ton projet en quelques mots? Bonjour Colline, donc, je m'appelle Arnaud, j'ai 21 ans, je suis en Bonjour première Arnaud. année à l'ESSEC. Salut Guillaume. Donc après 3 ans de prépa, j'intègre enfin l'ESSEC avec un projet, donc Musique pour tous, qui est un projet donc, d'accès à la musique pour les jeunes qui ne peuvent pas y avoir accès pour des raisons économiques, sociales, voire culturelles. Donc Musique pour tous est un modèle hybride constitué d'une association et d'une entreprise en statut SAS. Donc l'association, j'ai démarré au lycée et ça a bien marché. Et puis fort de quelques expériences entrepreneuriales, j'ai développé une SAS qui a pour but de pérenniser l'association. Tu as commencé ton entreprise au lycée, c'est ça? Ouais, en première. Ok, incroyable. Et en fait, j'ai postulé à un concours qui avait été monté par Ashoka, qui est une ONG spécialisée dans l'entrepreneuriat social. Et puis, j'ai fait de très belles rencontres au lycée, et c'est ça qui m'a donné envie de continuer en prépa. Sans l'équipe que j'avais eue en prépa, j'aurais pas pu développer le projet que j'ai aujourd'hui. Donc, Musique pour tous, on fait de l'accès à la musique, on développe des ateliers ludiques, gratuits et collectifs pour ces jeunes. On accompagne à peu près 105 à Paris, Lyon et Rouen, et on a accompagné 500 de plus cette année. Donc, fort de cette belle expérience associative, de ces rencontres qu'on a pu faire, on a développé une expertise en animation musicale qu'on vend aux entreprises, et les revenus générés par ces prestations permettent d'acheter des instruments et donc de financer la création d'ateliers bénévoles. Okay. C'est tout type de musique? Petite question bateau, mais quand tu dis l'initiation à la musique, la découverte de la musique, c'est quel type de musique et comment vous... En fait, c'est une très bonne question. Quand j'ai commencé Musique pour tous, j'étais moi-même animateur. J'avais mon propre background musical. Tu viens de quel type de musique du coup toi? En fait, j'ai commencé très prosaïquement avec du Bob Dylan, du Bruce Springsteen. En tout cas, c'était ça que j'écoutais à l'époque. Et en fait, très rapidement, les enfants sont eux-mêmes demandeurs et sont force de proposition pour adapter des morceaux. Donc c'est là que j'ai pu basculer dans le rap, le hip-hop, le R&B, des morceaux des morceaux que je connaissais pas. Okay. Et donc le but, c'est de créer une bonne alchimie, une bonne dynamique entre l'animateur qui se présente avec son background musical, et puis les enfants qui, eux, veulent jouer des morceaux. Le tout est de partager une passion pour la musique et que cette passion puisse développer la concentration. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de choix, c'est chacun apporte sa contribution musicale. Exactement. Cool. Et comme on s'appuie localement sur des musiciens amateurs, on en compte pas moins de 3,3 millions qui jouent de la musique souvent à partir de 20 ans. Donc notre but, c'est de toucher ces animateurs. Et on a un processus de création d'atelier qui est toujours le même. On est contacté par un musicien amateur qui veut devenir animateur. On le met en relation avec la structure sociale la plus proche de chez lui, où il y a les jeunes. Puis on achète des instruments et ils sont livrés sur place. Ce qui fait qu'on aimerait créer cette année plus d'un nouvel atelier par semaine. Voilà. Hyper impressionnant en tout cas. Et hyper impressionnant aussi par rapport à ton temps, par rapport à gérer ton temps en prépa, etc. Mener tout de front. Genre pour moi, c'est pas. Franchement, c'est impressionnant, mais justement, comment tu fais pour concilier ta vie à l'ESSEC, ta vie étudiante et tout? Est-ce que. Et ta vie
vie être personnelle. entrepreneur. Comment tu fais pour te la coller au fuzz et être entrepreneur, quoi? Alors, je me la colle pas très souvent au fuzz, et ça, c'est un truc que j'aimerais changer en 2017, parce que je me suis dit le 1er janvier en tout cas. J'ai beaucoup d'ESSEC qui m'accompagnent en première année sur notamment la SAS et qui participent aussi au projet associatif. Donc, dans les deux cas, j'ai une vingtaine de personnes qui travaillent avec moi et sans elles, c'est pas possible de pouvoir croître. Et puis, en prépa, j'avais aussi beaucoup de personnes qui travaillaient avec moi. Ce qui a permis quand même de structurer et développer le projet. Mais par exemple, à titre d'indication, en prépa, j'avais pour ambition de maintenir ce que j'avais ouvert à côté de chez moi. Et puis en terminant la prépa, on avait 80 jeunes déjà qui participaient aux ateliers. Donc ça montre qu'il y a un besoin, ça montre qu'il y a une bonne réceptivité aussi on est comme ça, réceptivité des musiciens amateurs. Donc voilà. Ah, réception, pardon. Comment vous avez fait pour vous faire connaître auprès des musiciens amateurs pour qu'ils deviennent animateurs, etc. C'est de façon assez curieuse, beaucoup de bouche à oreille, quelques interviews papier qui ont pu aussi tourner. Aujourd'hui, on a plus d'une nouvelle demande par semaine d'un musicien amateur qui nous contacte sur Facebook, qui remplit un questionnaire et puis après, voilà, le chemin se poursuit. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi aussi, je suis très curieux de découvrir StaffMe, maintenant, on va recycler passer, les produits Apple. On va passer à JP du coup. Est-ce que tu peux te représenter rapidement et nous expliquer ton projet rapidement? Pas de souci. Ouais. Alors moi, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 25 ans maintenant. Du coup, je suis très vieux, même pour cette table. Bon, J'ai c'est fini ça. les secs. Enfin, j'ai fini. J'ai pas vraiment fini. J'ai fini les cours en tout cas en juin dernier et je dois être diplômé. Je ne sais quand j'aurai fait. Quand j'aurai demandé la graduation, là, je sais pas quoi. Ça m'a l'air très compliqué, donc je suis toujours pas fait. Je n'ai même pas ouvert le mail. Mais un jour, j'espère que je le saurai. Je le saurai. Et du coup, moi, donc j'ai fondé StaffMe. StaffMe, c'est en fait une plateforme qui met en relation des étudiants auto-entrepreneurs avec des entreprises pour tout type de missions ponctuelles. Donc les missions correspondent à la diversité des étudiants, c'est-à-dire qu'on commence avec des missions de street marketing très basiques qu'on a fait notamment pour mon voisin Pierre-Emmanuel, pour Zach. Coopération start-up. Voilà, exactement. Solidarité, C'est la solidarité tech. Et on va vers des missions d'aide en compta, on a de la programmation, on a vraiment un peu, en fait, ce qui correspond à la diversité des étudiants. D'accord. Donc ce qu'ils veulent faire. Junior entreprise qui ne dépend pas d'une école en fait, si on peut Ouais, c'est ça un peu. Ouais. Enfin, vraiment l'idée c'est de mettre les étudiants dans les entreprises pour qu'à la fois ils se professionnalisent et qu'ils gagnent de l'argent à côté de leurs études, tout en leur donnant accès à des missions qui correspondent à ce qu'ils font dans leurs études s'ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'après on a des mecs de Polytechnique qui kiffent trop faire de la manutention, des déménagements et tout, donc ils font ça. Mais après t'en as d'autres qui veulent faire que du scrapping, donc on leur donne du scrapping. Enfin ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, quoi. Trop cool. Et donc comme t'es un vieux, je vais te poser une question qu'on pose un peu à des vieux. Quel conseil tu donnerais aux essais qui voudraient monter leur boîte? Quel est le meilleur conseil que t'as reçu? Le meilleur conseil que j'ai reçu, de se lancer si on a envie de pas avoir peur, parce qu'en gros moi j'ai failli ne pas le faire. Concrètement, en gros, je fais des études de droit, donc j'ai passé le barreau, je suis avocat et j'ai fait les secs. Et normalement, je devais commencer dans un grand cabinet d'avocat. Et du coup, je me suis dit, enfin, ce projet d'entrepreneuriat me trottait dans la tête et je me disais, mais c'est vraiment ça que je veux faire et pas être avocat, ça me fait trop chier d'être avocat, etc. Ouais. Et mais je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais gagner un peu de thunes. Je vais me faire 2 ans au cabinet, et je vais me former comme ça à ce métier-là, et puis dans 2 ans, je quitterai tout et je monterai ma boîte. Mais en fait, je pense que c'est très compliqué de faire ça, c'est-à-dire que concrètement, une fois que tu as commencé, que tu gagnes bien ta vie, que tu es bien installé, que tu commences à vouloir acheter un appart, je sais pas quoi, avoir des enfants, machin, mais c'est terminé, quoi. Ouais. Tu ne replongeras plus. Donc je me suis dit, enfin en tout cas, tu peux replonger, mais il faut être beaucoup plus courageux. Ouais. Donc je me suis dit, là, pour le moment, j'ai pas trop de trucs en cours, donc voilà. Un gros craquage 10 ans après, parce que dans voilà. le album, plus que... Et du coup, fallait y aller. Donc je pense vraiment, un des conseils, ce serait, quand tu as une idée et que tu crois en ton projet et que tu as l'impression que tu n'es pas le seul à y croire, c'est-à-dire tu en parles autour de toi, les gens te disent ah ouais c'est vraiment une bonne idée, il y a vraiment un besoin, etc. Il faut y aller. Et puis après, je pense qu'il faut être focus, c'est hyper important, c'est-à-dire concentrer sur ce que tu fais et puis foncer, quoi. D'accord. Et depuis quand est-ce que tu as eu cette idée En gros, ça a commencé. En gros, je travaille dessus depuis octobre 2015. Donc en fait, après c'est un besoin assez naturel des étudiants de vouloir trouver de la thune. Moi, j'ai toujours travaillé à côté de mes études. J'ai été livreur, j'ai aidé un avocat, j'ai fait des babysitting, des machins comme ça. Tu es tout seul juste dans cette... Non, on est 2 associés fondateurs et maintenant on est 11 dans la boîte.
Donc non, ça grossit bien. Pour revenir un petit peu sur ce que dit JB sur le fait de se lancer tôt, alors on a un exemple impressionnant là, avec une personne qui s'est lancée en première année et en prépa, mais on pourrait penser que l'ESSEC c'est le temps d'autre chose, le temps des assos, le temps de faire, de profiter du temps étudiant, mais tout est compatible et justement profiter de ce réseau, profiter du fait qu'en fait on risque rien quand on est étudiant, on peut lancer une boîte, elle crame au bout de 3 mois, ça change rien, alors que quand on sort d'école, on est plus dans le qu'est-ce que je vais faire pour réussir, qu'est-ce que je vais faire pour vraiment faire fructifier mon temps. Donc voilà, en fait, la période de l'école est peut-être pas la première année, mais en tout cas 2 à 3 ans, est extrêmement, surtout avec le modèle ESSEC qui est très flexible, où on peut caser ses cours quand on veut. C'est vraiment très intelligent, je dirais, de se lancer pendant. Et c'est vraiment le conseil que je donnerais, ne pas forcément attendre d'avoir son diplôme qui sert pas à grand chose en termes de papier, en termes d'apprentissage, si bien sûr les cours de l'ESSEC nous servent, mais en termes de diplôme, ça ne sert à rien. À le faire pendant, exactement. Et puis même, j'imagine que vous avez appris des choses dans les assos, etc. Et justement, petite question un peu décalée, mais dans quels assos vous auriez le plus de chances de recruter et dans quel asso vous auriez le moins de chances de recruter? Lâchez-vous, lâchez aussi. Le problème, on va dire vas-y. Ouais, non, mais le problème c'est qu'on est un peu forcément, je dirais pas perverti, mais influencé en tout cas par ce qu'on a fait. Moi j'étais président de liste et vice-président du BDE et j'ai fait l'équipe de foot et dans ces deux assos, il y a une certaine mentalité de travail, de rigueur, de partage et des choses qui sont tout à fait nécessaires. Alors il y a une mentalité de travail, de rigueur et de partage dans l'équipe de foot. Non, mais c'est vrai. Oui, attends, moi j'étais au foot aussi. Bien sûr que oui. Avec c'est une volonté, il y a un chemin. Exactement. C'est vrai. Sans l'influence de Daubert ou ce genre de... Je suis à l'EFF aussi. Voilà. Non mais voilà, c'est des choses qui sont un petit peu des marques, des signes qui correspondent à une association. On sait que quand ces personnes-là se sont formées, on va dire, dans ces assos, c'est sûr que les assos c'est hyper formateur en soi. On sait que c'est quelque chose sur lequel on pourrait se reposer. Et toi, moi c'est ça, et après moi je recrute pas mal de donc le foot parce que j'y étais, parce que voilà, c'était l'asso dans laquelle j'étais le plus investi entre guillemets. Voilà, et après voilà, par exemple j'ai eu des stagiaires ESSEC. Des stagiaires de ton âge. Stagiaires de mon âge qui étaient à l'EFC et que j'ai connu là-bas. Et après nous on cherche pas mal en BDE, enfin des gens qu'on listé. Parce que on a besoin de recruter en fait sur tous les campus et du coup on a besoin d'avoir des gens qui comprennent comment fonctionnent les associations et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on goodies, comment on fait des partenariats avec les uns les autres, sur quel modèle, etc. Donc nous c'est pas mal ça qu'on recherche. D'accord. Et les moins du coup, la seule moins fiable, c'est compliqué. On recherche le buzz, vous l'avez bien compris. On va se cacher derrière la fameuse phrase. De toute façon, tout évolue très rapidement. Donc, ce qui était valable à notre époque, parce qu'on est très vieux, ne l'est plus aujourd'hui. Donc, on a des tirs à la 5 ans. Non, je sais pas. Disons qu'il y a des assos plaisir, on va dire, qui n'ont rien à voir avec la structuration d'une société ou la gestion d'une boîte. SES par exemple. Oh, il l'a dit. Ah oui, il l'a dit. Non mais SES par exemple, beaucoup d'amis là-bas qui sont éclatés là-bas. C'est une très belle asso en termes d'identité. Comme ça, voilà, je fais mon centriste. Mais voilà, peut-être que c'est pas forcément la meilleure asso pour apprendre. Est-ce que l'ESSEC vous a aidé? Si oui, dans quelle mesure en fait? C'est la question touchy ça. Énormément. Alors non, en gros, en fait à l'ESSEC, donc je pense que les gens le savent, mais il y a un incubateur qui s'appelle ESSEC Ventures qui fonctionne à 2 niveaux. Donc incubateur, c'est-à-dire sur les boîtes qui sont en démarrage et une autre structure qui est la pépinière pour les boîtes un peu plus lancées. Nous du coup on a été à l'incubateur parce que tout simplement moi j'avais pitché mon projet dans un cours et le mec nous avait dit ah bah voilà dès que vous le lancez vous m'appelez, donc du coup je les ai appelés et ils m'ont dit ok c'est bon. Après sur le suivi je pense que ça dépend vraiment des boîtes. Il y en a qui je pense s'appuient beaucoup là-dessus. Moi je t'avoue je m'appuie pas beaucoup dessus. Si je fais faire des flyers tous les mois d'ailleurs faut que j'aille les chercher parce que c'est gratuit. Mais par ça non après ça te permet d'avoir. C'est plus le réseau ESSEC moi sur lequel je m'appuie, c'est-à-dire que concrètement pour rentrer dans des boîtes, je cherche l'ESSEC de la boîte et je l'appelle et je lui dis non machin, on peut t'aider sur ça. Et puis je le charge de faire remonter l'information. Quoi. Okay. D'accord. Et Pierre-Emmanuel, est-ce que tu peux présenter un peu Zach? Carrément, moi en fait HelloZac, ce projet est né lors d'un master en Californie. C'est d'ailleurs un programme que je recommande aux ESSEC qui veulent se lancer, c'est en partenariat avec l'université de Berkeley. Et l'intérêt de ce programme, c'est qu'il n'y a pas que des ESSEC sur place, mais il y a d'autres Français qui notamment fait des études d'ingénieur, de design. C'est un échange?
C'est un programme un peu spécial. C'est considéré comme un échange. C'est le master de l'X en fait, qui est en partenariat avec Berkeley et certaines places sont ouvertes aux ESSEC. Ok. Et l'intérêt de ça, c'est que JB pour en témoigner, c'est très complexe de recruter notamment des profils techniques quand tout simplement Quand t'as est une à Paris, formation. Quand on l'est pas. quand on l'est pas, parce qu'ils sont extrêmement demandés, parce que ça coûte cher, parce que c'est extrêmement utile à la boîte. Ouais. Puis c'est pas ton univers. C'est Donc, pas notre univers exactement. Et en fait, là, quelque part, dans ce programme, on est obligé de se regrouper de manière complémentaire. Donc, quelque part, comme en plus on était moins des secs, on était en position de force à l'autre bout du monde, ce qui était quand même assez dingue. J'ai un ami qui a fait les secs aussi, qui serait là si jamais il n'était pas au bout du monde. Vincent, qui a lancé Tempo, qui en gros se retrouve le seul essai qui a bossé avec à l'époque 5X. C'est quand même une situation plutôt sympathique quand on lance une startup. Donc voilà, le projet est né tout simplement de l'observation qu'aujourd'hui c'est très facile d'acheter sur internet mais très compliqué de vendre. L'idée c'est qu'on voulait aider du comment les particuliers à se séparer de produits dont ils ne se servaient plus. Et on a progressivement itéré, on est rentré à l'accélérateur du Numa à Paris, donc la saison 8 de mars à juin 2016. On a itéré petit à petit sur les produits qui marchaient. Est-ce que tu peux rappeler vite fait pour ceux qui nous écoutent le projet Carrément. Concrètement Concrètement, le projet aujourd'hui, c'est de faciliter la revente de produits Apple pour les particuliers. On a itéré sur les produits Apple puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande là-dessus. Donc voilà, si vous avez un produit Apple qui ne vous sert plus, il suffit d'aller sur lesac.fr faire une estimation et vous pourrez ensuite booker un coursier qui viendra chez vous, le racheter directement. Vous êtes payé directement. L'idée, c'est vraiment de fluidifier et de simplifier la revente de ces produits. Parce qu'aujourd'hui, par contre, par exemple, si j'ai mon iPhone qui marche plus bien, qu'est-ce que je peux faire avant Elozac, en fait, quelles étaient les solutions? Alors avant Elozac, en gros, les différentes solutions, c'est des solutions qui prennent du temps. Donc par exemple, vous pouvez aller sur le Bon Coin, mais ça va prendre énormément de temps de trouver le bon acheteur. Il va y avoir beaucoup d'arnaques potentielles. Devoir lui apporter. Le prix de revente ne sera pas forcément le bon, il va falloir lui apporter, etc. Vous avez aussi des rachats, des magasins de rachat en physique, donc il faut aller à une adresse, à une heure précise, etc. et tout, avec cette estimation. Donc l'idée, c'est que là, la personne, dans son emploi du temps, Zach s'insère dans son emploi du temps, puisque le coursier viendra où elle veut, quand la personne veut, et vraiment quand elle le décide. Donc c'est vraiment l'idée que ça fluidifie ce marché de la seconde main de toutes les personnes qui n'auraient pas revendu leurs produits Apple si on n'était pas là. Et on vient de lancer une offre pour les entreprises aussi, pour qu'elles renouvellent facilement leur parc de produits Apple, il y a 2 semaines environ. Super, merci beaucoup. Alors merci à tous les trois, merci Colline. Alors là c'était pour la première partie avec nos entrepreneurs de l'ESSEC et on vient de recevoir, comme vous l'avez vu, donc les déterminés qui sont venus en force autour de Moussa Camara, donc le président et créateur. Donc, on va les accueillir tout de suite, leur donner la parole, mais juste après une petite chronique d'Ethan Benichou qui est allé interviewer les ESSEC pour leur demander ce qu'ils pensaient de l'entrepreneuriat. Bonjour Ethan. Alors, bonjour à tous. Alors j'ai profité de l'organisation de cette émission spéciale entrepreneuriat pour aller sonder les élèves de l'ESSEC. À l'ESSEC, on aime l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Quand on regarde dans le dictionnaire, on peut trouver que l'entrepreneuriat, ça désigne l'action d'entreprendre, un verbe qui fait référence au fait de mener à bien un projet, une œuvre, et qui est souvent développé avec un effort et qui fait face à plusieurs difficultés. Ou alors l'entrepreneuriat est la poursuite d'opportunités sans égard pour les ressources existantes. C'est quelque chose de sérieux. Hein, J'en attendais pas moins des ESSEC, mais écoutons les réactions lorsqu'on leur pose la question « Qu'est-ce qu'entreprendre ?» L'entrepreneuriat social. Alors entreprendre pour moi, c'est créer de nouvelles choses et ne pas hésiter à prendre des initiatives pour mettre en place de A à Z un projet. L'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Alors l'entrepreneuriat, pour moi, c'est plus un état d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui veut développer une société ou alors créer sa propre société et faire qu'elle soit une société pérenne et engager des gens, ce genre de choses. Alors l'entrepreneuriat, je sais pas, je pense que c'est aussi en grande partie l'envie d'indépendance et l'envie de se prendre en main, de dire j'ai pas de compte à rendre aux autres, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, c'est faire ce qui me plaît et en théorie, faire quelque chose qui sera utile. Entreprendre, c'est créer un projet, partir d'un besoin et avoir une idée pour... Mec, c'est trop compliqué ce truc. Mec, je sais pas, mec. Mec, je parle à Enzo. Enzo, mec, Enzo, tu parles français, mec. Moi, je parle pas français. L'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Oui, alors l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Il est vrai que les valeurs qui ressortent de l'entrepreneuriat sont généralement assez positives. Dynamisme, innovation, ascension sociale, mode alternatif de travail, esprit d'équipe, fun peut-être aussi. On a également tendance à avoir en tête ces entrepreneurs à succès qui ont révolutionné le game. Je veux bien sûr parler de Steve Jobs, Xavier Niel, Arnaud Martin, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, Jean-Baptiste Achard, encore Moussa Camara, qui lui justement forment les marques cubanes de demain.
Oui, alors ces success stories, exactement, ces success stories d'entrepreneurs ainsi que la mise en valeur de l'esprit startup contribuent à donner une image rayonnante de l'entrepreneuriat en général. Mais les ESSEC ne sont pas dupes, à l'image d'Antoine. Ils savent que tout n'est pas rose au pays d'Emmanuel Macron et nous révèlent que derrière cette belle image peut se cacher un ogre qui dévore les stagiaires et oppresse les peuples. C'est très bien pour certaines personnes, mais j'ai surtout l'impression que c'est un petit peu le miroir aux alouettes et que derrière la belle idée d'entrepreneuriat se cachent souvent des startups qui, derrière une image cool, vas-y on joue baby foot tous ensemble, font de l'exploitation humaine tout simplement et que voilà, c'est pas fait pour moi, mais s'il y en a qui se plaisent là-dedans, grand bien leur face. Parce que donc les startups c'est mal et toi tu représentes plutôt le bien, donc c'est pas pour toi? C'est absolument, je pense que c'est tout aussi manigaé que ça. J'ai eu une expérience dans une petite entreprise justement récemment qui était un peu plus avancée que le stade startup et j'ai vécu ce que je craignais, c'est-à-dire derrière les beaux discours, ouais on est une famille, on compte pas nos heures, tu comprends, on se fait tous couiller et voilà. Et j'ai pas l'impression d'être le seul à avoir vécu cette expérience. Alors je vais préciser mon propos, visiblement il y a deux stades dans les startups, c'est-à-dire visiblement, il y a le premier stade où c'est très sympa, tout le monde se lance, on est une petite équipe de 5, mais tout le monde cravache à fond. Et puis vient le moment où on commence à passer le stade des 10-15 personnes, et là ça commence à être la merde. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'incubateur de l'ESSEC? Ça par contre, je pense que l'incubateur de l'ESSEC c'est vraiment super. Voilà, petite phrase un peu big up à l'incubateur. Enfin, c'était parodié ou c'était en réel? Ah non, c'est sérieux, on l'a interviewé au Foy, il s'appelle Antoine. Preuve que c'est sérieux, on l'a interviewé au Foy. Antoine, tu viens en parler pour qu'on démystifie un peu ce côté prison avec plaisir. Bon, justement, on en parlera juste après. Enfin, la France a besoin d'entrepreneurs. La France est un paradis pour l'entrepreneuriat, disait Fabrice Cavaretta, professeur à l'ESSEC. La France est la Silicon Valley de l'Europe, une vraie startup nation, disait John Chambers, PDG de Cisco. Mais qu'est-ce qui bloque encore certains jeunes à entreprendre? Je veux bien sûr parler du mythe de l'idée. Ce mythe qui pousse les jeunes à dire « j'aimerais bien entreprendre, mais j'attends d'avoir une idée ». Ouais, j'y ai pensé, et puis j'avais pas d'idée, du coup je me suis dit ça attendra un peu, jusqu'à ce que l'idée vienne. Voilà, quand on leur pose la question « pourquoi tu entreprends pas maintenant ?» Oh là là, attention à cette phrase. À ces gens-là qui pensent que l'idée vient toute seule, j'aimerais rappeler que certes, les situations où l'idée te tombe dessus, où tu te mets à courir partout en gueulant « Eureka » existent, mais c'est très rare. Une idée, ça se provoque, en t'intéressant à un marché où réside un problème et en essayant de le résoudre. Ou alors, quand tu regardes les solutions déjà en place et tu tentes de les améliorer. En plus, avoir la bonne idée en premier n'est pas toujours synonyme de succès. Par exemple, il faut savoir qu'avant Google, il y avait Yahoo, avant l'iPhone, il y avait BlackBerry, avant Facebook, il y avait MySpace, avant WhatsApp, il y avait environ 500 000 messageries existantes. Et avant Facebook, il y avait Caramel aussi, on a trop tendance à l'oublier. Et les Skyblog. MSN Messenger. Vous pouvez trouver encore le Skyblog de Jean-Baptiste. On regardera. On taguera dans la publication de Rêve FM. D'ailleurs, quand tu vois que Facebook a acheté WhatsApp à environ 20 milliards de dollars, tu te dis qu'avoir l'idée, c'est secondaire, mais l'exécution est primordiale. Enfin, on a posé la question à ceux qui souhaitaient entreprendre. On leur a posé la question qui tue. Malheureusement, les ESSEC ont un peu l'esprit tordu. T'as envie de te faire incuber toi? J'ai très envie de me faire incuber. Quand on se fait incuber, c'est pas pour rigoler. On se fait fouetter quoi. On se fait vraiment fouetter. Et toi Lauriane, t'as envie de te faire incuber? Pas vraiment là, juste maintenant là. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Je sais pas, un beau discours. Des fleurs? Des fleurs, un petit clin d'œil, quelque chose. L'argent aussi, l'argent, ouais. Et voilà, donc sur ce, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention d'Antoine qui disait que derrière la belle image de l'entrepreneuriat dynamique et convivial, il peut se cacher un peu d'exploitation humaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis très inquiet parce qu'on est... Tout le monde peut répondre, bien sûr. On est 10 depuis jeudi dernier, donc j'ai peur de commencer à me transformer en esclavagiste. Je sais pas, parce que ça va l'air très négatif. Non, après je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité des fondateurs et de ce qu'ils insufflent dans la boîte en fait. Parce que oui, il peut y avoir des boîtes où les gens bossent beaucoup, où on compte pas ses heures, etc. Et je pense que nous c'est un peu le cas. Mais après c'est du donnant-donnant quoi. Genre ça veut dire qu'à la fin tout le monde est gagnant. Nous par exemple on a un programme où chaque personne qui rentre, qui a un CDI chez nous reçoit des parts de l'entreprise. Donc il y a, voilà, c'est un côté tout le monde s'investit dans le projet et à la fin ça devient le projet de tout un groupe quoi.
Après, s'il y en a qui le. Ouais. Et sur les stagiaires, je sais pas, nous on les rémunère pas mal. Moi, elle veut plus partir, là, c'est la première stagiaire. Mais ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est le fit avec les fondateurs. Mais non, je pense que c'est une. On voit beaucoup d'articles là-dessus, notamment, j'avais vu sur Rue 89 encore ce week-end. Hein. Je crois pas trop. Mais... Alors, merci Ethan, merci à tous. On reviendra peut-être sur la question un peu après. Là, on voudrait, avec Clément, on voudrait vous présenter donc, les déterminés, qui on a beaucoup de chance, ils sont venus nombreux, et vont pouvoir nous présenter qui est une association, mais pour l'entrepreneuriat, pour créer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Je te laisse la parole, Clément. Oui, alors les déterminés, du coup je me suis un peu intéressé vu qu'on les invite et franchement j'ai été vraiment estomaqué par le projet et sa qualité. Donc aujourd'hui on accueille Moussa, président de l'association, Osama, donc qui est coordinateur, et certains membres qui ont eu la chance de participer à cette formation. Donc Moussa, je vais commencer par toi. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer un peu le concept et comment cette idée t'est-elle venue ? Déjà bonjour, merci pour cette invitation, ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Voilà, nous le projet Déterminé est parti d'une envie de développer économiquement les quartiers, démocratiser un peu l'entrepreneuriat des jeunes en général. Et voilà, on a lancé un réseau de formation parce qu'on avait senti autour de nous une énergie, une volonté de vouloir entreprendre. Mais c'est vrai qu'à côté, il y avait pas mal de freins. Tout à l'heure, on parlait de freins, d'idées, etc. Les freins, ils sont multiples. Il y a les freins au niveau du financement, il y a les freins au niveau de l'accompagnement, il y a aussi des freins au niveau, tout simplement, c'est pas pour moi. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour moi. Et nous, on a fait le pari de partir sur une promotion, une formation qu'on allait mettre en place uniquement sur l'envie. Peu importe le projet. Nous, on ne choisit pas des projets, on choisit des personnes. Peu importe le niveau d'études, l'expérience entrepreneuriale ou pas, nous, on a fait le pari de prendre les candidats dans nos formations sur l'envie et la motivation, la détermination. C'est pour ça qu'on a appelé cette formation les déterminés, parce que pour nous, c'est ce qui nous caractérise. C'est ce qui caractérise l'entrepreneur. C'est-à-dire un entrepreneur, c'est quelqu'un, malgré les difficultés qu'il va rencontrer, il sera capable de soit les contourner, soit passer au-delà de ces obstacles qu'il va rencontrer. Et peu importe s'il est entrepreneur, il va changer son projet, il va pivoter, il va améliorer son projet en fonction des obstacles qu'il va rencontrer en face de lui. Et c'est ça, être déterminé, aller jusqu'au bout de son projet. Et voilà, aujourd'hui, je suis venu accompagner de Ahmedou Saïtouli, qui a fait la première promotion des Déterminés et qui est un entrepreneur qui avait déjà une expérience entrepreneuriale avant de rentrer chez les Déterminés, et à développer son projet pour acquérir un réseau et aussi une nouvelle méthodologie, des outils pour qu'il puisse développer un autre business sur lequel il va nous expliquer tout à l'heure. Je suis venu accompagner aussi de Sama, qui a fait la promotion numéro 2 des Déterminés et qui a lancé un projet dans tout ce qui est coaching, PNL et tout, avec des méthodes de confiance en soi. Et il coordonne aussi à côté les formations, les formations des Déterminés. Okay. Et il y a Abdou, qui est un personnage emblématique des Déterminés, qui a été le délégué de la première promo, qui a insufflé le projet, qui a lancé sa boîte, la roue bleue, dans le conseil, dans tout ce qui est formation, etc. Et notamment, il est prestataire aussi chez les Déterminés, sur les coordinations, sur la pédagogie de la formation avec les intervenants qui interviennent dans cette formation. Et voilà, on a Wafa aussi qui est parmi nous, qui est la directrice chargée des opérations, qui m'accompagne un peu partout dans les rendez-vous. Donc les Déterminés aussi, c'est ça. C'est une équipe, c'est un état d'esprit. Il y en a d'autres comme Badreddine qui était étudiant à l'ESSEC. On parle de l'ESSEC, on a l'ESSEC. Ah mais justement, c'est une question que j'avais posée. Badreddine qui est étudiant à l'ESSEC, avec qui on a porté au tout début du projet avant qu'il aille poursuivre son double diplôme en Asie. Et on a Soufiane qui est avec moi depuis 10 ans sur ma première association que j'ai créée à Cergy, qui est le trésorier aussi de la première association, mais qui est aussi le trésorier des Déterminés, avec qui voilà, on travaille étroitement sur l'évolution du projet, sur le déploiement du projet, sur la stratégie aussi. Très important d'avoir une équipe qui est super motivée et super investie.
Et on a tout un tas de bénévoles et de mains fortes qui nous ont rejoints et qui ont rejoint la formation des déterminés, l'aventure des déterminés, parce que c'est ça. Nous, au-delà voilà, des success stories individuelles des déterminés qui rentrent dans notre formation, ce qui est le plus important pour nous, c'est l'état d'esprit qu'on insulte, l'état d'esprit de cohésion, de collectif, de solidarité, de partage. C'est des vraies valeurs qui nous passionnent, qui nous réunissent et qui permettent en fait à chacun d'entre nous de tirer les uns vers le haut et d'aller jusqu'au bout du projet. Et c'est ça qui est la force, parce que chaque réussite, c'est comme si c'était une réussite collective en fait. Finalement, c'est une réussite personnelle, mais chacun est fier parce que chacun a pu donner un conseil, chacun a pu apporter sa vision autour du projet. Et l'idée déterminée, c'est de permettre à des personnes qui ont la posture d'être entrepreneurs, qui ne se voient pas forcément entrepreneurs, de les accompagner, de leur donner les clés pour qu'ils puissent créer leur business. Et voilà, après, je rentrais dans les détails de la formation et tout. Mais voilà l'état d'esprit, voilà ce qu'on veut créer, nous, c'est, voilà, il le disait tout à l'heure, c'est de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs avec une nouvelle façon d'entreprendre. Et voilà, peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est comment on le fait ensemble et comment on travaille sur un projet pour essayer de faire en sorte que chaque projet qui a du sens puisse aller jusqu'à l'aboutissement et la création de l'entreprise. Ok, bah, dis donc. Mais est-ce que toi, personnellement, tu avais une expérience entrepreneuriale avant, ou tu t'es dit, bah, tiens, ça ce serait une idée de lancer cette association, ou toi-même tu t'es dit, tiens, j'aurais peut-être eu besoin d'une structure comme ça, et tu as décidé de la monter tout seul peut-être? Ouais, parce que moi, c'est vraiment parti d'un constat. Moi, à 21 ans, j'ai lancé ma première boîte, je ne savais pas comment ça fonctionnait une boîte, et j'ai réussi à obtenir un contrat chez un sous-traitant en télécom, et c'est là que je me suis lancé, parce que voilà, j'avais une opportunité. Je devais créer une entreprise pour saisir cette opportunité, donc je l'ai créée. Je maîtrisais un peu le travail entre guillemets, mais j'avais pas forcément, je connaissais pas du tout le fonctionnement d'une entreprise. Pour moi, voilà, je suis passé par un comptable qui m'a fait les démarches habituelles pour avoir mon cabis, et après voilà, je me suis lancé. Mais j'avais pas la gestion de l'entreprise, le développement, la vision de l'entrepreneur. J'avais pas toutes ces étapes-là. Et c'est là que je me suis dit, finalement, autour de moi, j'avais des gens qui se sont lancés comme ça à l'arrache, sans être formés. Et finalement, ils ont monté parfois des belles boîtes, ils ont réussi à se développer. Et malgré que l'environnement autour d'eux était totalement défavorable. Oui. Donc pour moi, quand c'était la première expérience, je me suis dit, finalement, un mec comme moi qui sort des études, sans avoir eu un grand diplôme, qui s'est lancé parce qu'il était déterminé, je dis, bah, il y en a plein autour de nous, des personnes comme ça. Il suffit juste de leur mettre le pied à l'étrier, leur créer des opportunités, et après ça va tout seul. Donc voilà, moi, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que je voyais autour de nous, parce qu'il y a tout un écosystème. Tout à l'heure, on parle d'incubateur, on parle de réseau d'accompagnement, mais pour rentrer dans ces dispositifs-là, il faut avoir un projet, un business plan, une présentation de projet déjà assez avancée, connaître ses chiffres. Mais si on est juste à l'étape de projet ou l'étape d'idée, on ne peut pas rentrer dans ces dispositifs. Oui, vous êtes déjà en amont de ça, enfin vous intervenez bien avant ça déjà. Nous, on intervient en amont. D'accord. Nous, avec les déterminés, on permet à des futurs entrepreneurs d'avoir la posture de l'entrepreneur. D'accord, voilà ok. Et est-ce que, donc aujourd'hui vous avez statut d'association, est-ce que tu as des pistes de développement? Par exemple, tu parlais d'incubateur, est-ce que vous avez envie de vous tourner vers ce modèle-là? Parce que pour l'instant, c'est des moi j'avais vu une vidéo, c'est des formations qui durent 6 semaines, c'est ça? 5 à 6 semaines. 5 à 6 semaines. Il y a un suivi, il y a une mise en réseau pendant 6 à 12 mois, quoi. Oui. Et voire plus, hein, parce que les entrepreneurs qu'on accompagne dans nos formations, à la fin de la formation, ils ne sont pas lâchés dans la nature. On essaie d'être présents, de faire bénéficier nos réseaux, de les inviter dans les événements dans lesquels on est conviés. Et après, nous, on ne veut pas être réseau d'accompagnement ou incubateur. Au contraire, on travaille avec aujourd'hui des gros incubateurs parisiens comme Nouma et tout, avec qui on est en bonne relation. On travaille aussi avec des réseaux d'accompagnement au niveau local comme au niveau national. L'idée pour nous, c'est d'être une passerelle, de connecter en fait les futurs entrepreneurs qui sortent de notre formation avec un business plan, un début de projet, etc. Parce qu'ils pitchent leur projet 2 semaines après la formation devant un jury de réseaux d'accompagnement, de professionnels, de banquiers, d'investisseurs, etc. Donc là, tout de suite, ils sont un peu confrontés direct. On les a jugés sur leur personne avant de rentrer dans la formation. Là, on les juge sur leur projet. C'est le premier impact. Donc nous, l'idée, c'est de créer
cette connexion entre nos entrepreneurs et tout l'écosystème économique qu'il y a autour d'eux. Et voilà, c'est de leur donner des outils et de les faciliter à avoir des connexions avec les plus gros incubateurs parisiens, les réseaux d'accompagnement, etc. Et des fois ça marche, des fois ça prend pas, mais c'est pour ça qu'on travaille dans la durée. On construit une relation qui est dans la durée. Mais du coup, toi, dans 10 ans, tu te vois pas investir toi-même dans les boîtes, devenir un incubateur, toi, prendre des parts, pouvoir leur trouver des financements, mais de manière directe, pouvoir investir toi directement. Ça serait le but. C'est le but à long terme. C'est le but à long terme. Ça. Là, c'est vrai qu'on a commencé un projet qui est assez, qui est assez ambitieux, et tout. Donc, c'est vrai on est sur l'étape nous aussi de start-up qui est en train de se développer de plus en plus. Voilà, en moins de 2 ans, on a lancé 4 promotions déterminées. On a formé 60 candidats qui sont passés par nos formations. Il y a eu 15 créations d'entreprises, 5 créations d'activités. Certains ils sont encore en cours de création, d'autres ont repris le chemin du salariat, d'autres sont dans des formations. Donc pour nous, voilà, c'est quand même un aspect positif parce qu'on est sur une formation à l'envie d'entreprendre, pas une formation entrepreneur. Donc c'est ça le défi, le pari pour nous, mais c'est de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent développer leurs projets. Certains, leurs projets ne sont pas viables. Donc forcément ça ne marchera pas. Mais au moins ils auront appris la posture de l'entrepreneur, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Et même quand tu retournes au salariat avec un état d'esprit comme ça, tu arrives avec une autre vision des choses. Donc finalement, peut-être qu'ils n'entreprendront pas maintenant, mais peut-être que dans quelques années, quand ils auront un projet plus maturé et tout, ils auront déjà, quoi qu'il arrive, c'est bénéfique pour eux ce qui passe par la formation. Mais après, pour répondre à ta question, bien sûr, on arrivera à un moment donné à un style d'incubateur ou de réseau d'accompagnement. Parce qu'il y a des partenaires, parce qu'à un moment donné, il faut investir aussi sur des projets porteurs. Et nous, on est la première, porte pour nous déterminer, quoi. Donc forcément, on y réfléchit, peut-être pas maintenant, parce que là, on est sur un déploiement au niveau national. Oui, vous êtes en train de vous développer au niveau national. Exactement, mais à terme, c'est des questions qui nous reviennent de plus en plus. Et déjà, il y a la structuration du club qui est très important à structurer. Et après, il y a aussi l'investissement. Mais on ne prendra pas de part. On veut garder aussi leur laisser une relative liberté d'action. Une vraie liberté d'action pour qu'ils puissent donner le meilleur. Développer. Ok. En tout cas, moi, franchement, j'ai vraiment trouvé le projet très très beau, quoi. Enfin, moi je trouvais que c'était vraiment un truc assez porteur et du coup c'est vraiment cool que vous soyez venus à plusieurs parce que j'ai une question un peu collective, vous avez tous participé. Aujourd'hui, les différents projets que vous avez menés grâce au Déterminé, où est-ce qu'ils en sont? Alors toi Oussama, j'ai cru comprendre que tu travaillais en fait pour le Déterminé, c'est ça? Oui, vas-y, prends le micro. Alors oui, c'est bien ça. Je suis venu à la base en tant que candidat. Donc, j'ai candidaté comme tout le monde et j'ai été pris. J'ai fait partie de la promotion de l'année dernière. C'était quoi ton projet, juste pour par curiosité? Mon projet, c'est de travailler avec les associations dans un premier temps, où je vais leur proposer des séances de coaching et je vais ajouter des outils sportifs. Donc tout ça pour aider à la revalorisation, à la motivation et entre autres lutter contre le décrochage scolaire. Ok, d'accord. Donc, voilà. Et voilà, j'ai commencé à travailler avec les Déterminés en tant que coordinateur en octobre-novembre pour la première session locale qui s'est passée à Cergy. Et j'ai continué cette année c'est là où on a rencontré Guillaume justement avec la promo nationale qui a eu lieu à Paris même. D'accord. Pardon, et quand tu dis promotion locale, du coup ça veut dire qu'en fait c'est réservé à des entrepreneurs qui viendraient de Cergy par exemple, si c'est la promotion de Cergy? Exactement, l'agglomération de Cergy plus précisément. Et on est en train d'ouvrir une session à Garges, Gonesse, Arnouville et Villiers-le-Bel. Donc toutes les personnes qui habitent là-bas, qui aimeraient entreprendre. Ça sera à partir du mois prochain. La formation, de toute façon, toutes les infos sont sur le site internet et sur Facebook, etc. D'accord. Et donc là, tu es en tant que coordinateur, donc tu interviens lors des séances de formation, etc. C'est ça, j'interviens avec mon collègue Abdou qui est ici présent. Et voilà, le but c'est d'accompagner aussi les candidats, de les soutenir, de les suivre, mais aussi de faire la relation avec les intervenants, les invités, les guest speakers, le côté logistique aussi. Donc voilà.
Ok. Et pour les autres, c'était quoi votre projet? Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Voilà, racontez-nous un peu votre histoire finalement. parce que- Bonjour, moi c'est Amadou, donc Serge Bonjour, Amadou. Gissois. Et pour la petite storytelling, moi j'ai rejoint la promo 1 donc en 2015. Mhm. J'étais, on va dire, j'avais déjà vécu la création d'entreprises, 7 pour les chiffrer. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, mince, alors sur les 7 entreprises que j'ai créées, 2 ont cartonné, dans le sens où j'ai été racheté, etc. Ça a pris une dimension nationale où on a pu vraiment embaucher pas mal de monde autour du quartier. Ça a été vraiment très riche. C'était dans quoi, Belle juste on peut en dire expérience. juste un petit mot parce que c'était dans quel domaine C'est les télécommunications. Ok. Donc tout ce qui est l'installation, les entretiens des lignes sur le réseau télécom pour le compte des opérateurs. Ok. Donc c'était en 2005 précisément. Mhm. Donc ça a duré jusqu'à 2012 et puis 2012 le navire a coulé. Et donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer Moussa Camara et de candidater pour la promotion 1. Donc le parcours avec le partenariat du MEDEF qui était séducteur pour moi, à savoir notre problématique en tant qu'entrepreneur, je dirais issu des quartiers, à savoir quand tu n'as pas forcément les réseaux, comme il disait tout à l'heure, on a entrepris parce qu'il fallait entreprendre, parce qu'il n'y avait pas de boulot, parce que les portes étaient fermées, donc tu te levais et tu allais entreprendre. Ça n'a pas été, j'ai pas fait ça par plaisir, j'aurais aimé faire des études, j'aurais aimé moi aller dans un boulot, mais on m'a jamais laissé la chance. Et puis au final, on m'a rendu toutes ces objections m'ont rendu service, et puis sans le savoir, parce que tu te lances naturellement. Et puis ce qui a été riche dans tout ça, c'est que au final, tous les gens avec qui j'ai pu bosser pendant ces 7 années, aujourd'hui sont à 30%, on va dire sur 200 personnes, tu as à peu près 30 gars qui aujourd'hui ont leur propre boîte dans le même domaine. C'est pas mal. Il faut savoir que Sergi, aujourd'hui, on est les pionniers des télécoms et que c'est né il y a une quinzaine d'années. Et donc c'est beau parce que ça perdure et ça continue et c'est concret. Mhm. Et donc pour ce qui me concerne, l'idée donc c'est de rester toujours dans le même domaine, les télécoms, mais d'apporter, vu qu'on parle de digitalisation et puis de numérisation des métiers. Donc aujourd'hui c'est vraiment le même métier mais en proposant un suivi client personnalisé via une application en ligne. Donc autrement dit, l'idée c'est, il y a la partie B2B où il s'agit vraiment d'équiper tous les acteurs avec une application et de leur redistribuer des interventions. Calqué sur le modèle d'Uber. Et puis la partie B2C où on sera capable d'équiper tous les modems de tous les Français avec un objet connecté qui fera le relais au moment de la panne. Voilà. Okay. Et donc tout ça, pour arriver à cela, il fallait que j'ai affaire aux opérateurs et sans le MEDEF et sans les déterminer, jamais je serais arrivé. Jamais. Donc voilà pour moi. Ok, merci beaucoup. Et puis pour toi, qu'est-ce que c'était ton projet justement Raconte-nous un peu. Moi c'est un peu particulier. Je sais pas si on m'entend. Si, le micro marche. C'est un peu particulier. Je suis arrivé avec un projet en tête. C'était de développer une application qui mettrait en relation les demandeurs de stage et les entreprises. Et je me suis dit, génial, c'est la meilleure idée qu'il faut. Plein qui galèrent dans mon entourage et tout. En plus, tout le temps, on passait par moi. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui peut prendre un stage? Donc pour moi, c'était l'idée géniale et tout. Mais l'idée, elle s'arrêtait très vite quand je me suis rendu compte que, voilà, en France, ce genre d'idées, même si elles sont géniales, on peut pas en vivre. Voilà, on peut pas en vivre. Après, je sais pas si c'est parce que j'avais l'idée trop géniale au mauvais moment, mais voilà, t'as trouvé qu'il y avait qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Voilà. Oui, voilà. Donc c'était voilà, c'était. Parce que justement, donc on a. Parce que moi, je mets en relation des étudiants. C'est plus pour des missions ponctuelles. D'accord, mais en tout cas, on en parlera si tu veux. Je te ferai l'affaire. Voilà. Je te ferai gagner du temps. Et du coup, en fait, j'ai opéré ce qu'on appelle un pivot. Donc j'ai pivoté. Je me suis dit, écoute, si moi, mon moteur, c'est de transmettre aux gens. Donc je vais faire de la formation. Et j'ai un background un peu je suis ingénieur commercial de formation, donc j'ai un background un peu tout ce qui est commerce, industrie, etc. Et je me suis dit je vais développer ma propre structure de formation. Après, il faut savoir une chose aussi, c'est que j'étais salarié et que j'ai tout stoppé pour. T'as dû choisir la situation confortable du salariat. Donc quand on parle de détermination, quand on parle de motivation, je pense être l'un des plus motivés, en tout cas pour la réussite. T'entends ça, Moussa? Plus déterminé que toi. Voilà, Moussa est déterminé, on est tous déterminés. Moi je suis déterminé. Ok.
Donc après, plus concrètement, voilà. Donc aujourd'hui, depuis 2014, maintenant, je développe une structure qui s'appelle La Roue Bleue. Donc on fait de la formation, on fait du conseil et du coaching en innovation. Et là, on est en train de développer un concept voilà, autour du sport et du business et de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc toujours amélioration continue, toujours remise en question. Voilà. Ok, bah merci à tous. Mais j'avais une question pour toi, Moussa. C'est vrai que il y a un partenariat très fort entre le MEDEF et les Déterminés. Ça fait combien de temps que ce partenariat existe? Et avant le MEDEF, c'est vrai que ça devait être autre chose. Et comment ça se passait? Et qu'est-ce que ça a changé finalement? Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de revenir sur la jeunesse du projet. C'est aussi parti d'une rencontre entre moi et Pierre Gattaz. On s'est rencontrés, on a échangé sur la question un peu de l'entrepreneuriat, de la question aussi de l'économie du pays. Est-ce que lui avait sa vision, ma vision? Et finalement, on a décidé de s'échanger nos cartes et on s'est revus à plusieurs reprises pendant quelques mois, même plusieurs mois, avant de l'inviter à Cergy pour rencontrer une centaine d'entrepreneurs ou de futurs ou porteurs de projets. Et de là, il a pu être témoin et voir l'énergie. Et il a voulu s'investir un peu plus. Donc quand on a proposé le projet des Déterminés, de la formation, ça ne s'appelait pas encore ça, c'était le pari déjà d'accompagner les entrepreneurs qui existaient déjà sur notre territoire et de leur permettre d'avoir bénéficier d'un réseau de conseils d'entrepreneurs, d'entreprises. Et de là, on s'est dit, ouais, il y a aussi ceux qui veulent devenir entrepreneurs, qui rêvent de devenir entrepreneurs, qui ont une envie, une idée, ou peut-être pas, mais qui ont l'état d'esprit d'être entrepreneurs. Comment eux, ceux-là, on les accompagne. Et c'est là que l'idée de la formation a germé et on a pu mettre en place une première formation pilotée, déjà dans une partie dans les locaux du MEDEF. Ils nous ont trouvé des partenaires qui vont bien pour financer la formation, des intervenants, des chefs d'entreprise qui vont bien aussi. Ouais, j'ai vu, il y a des beaux intervenants. Pour qu'ils puissent participer aux entrepreneurs. Donc Pierre, il s'est investi personnellement dans le projet. C'est quelqu'un qui voilà, nous on avait une très mauvaise image à l'époque à tort et à raison aussi du monde de l'entreprise, des grands groupes, des grands entrepreneurs et tout. Mais là c'était un projet avec sur la question de l'entrepreneuriat, le développement de l'entrepreneuriat, c'était un projet humain avec des personnes qui ont parlé le même langage, c'est-à-dire Pierre Gattaz et nous. Et on s'est dit on va aller plus loin, on va essayer de faire des choses concrètes. Il y a tous les atouts pour que dans notre pays, notre jeunesse puisse réussir. Que notre jeunesse, voilà, de plus en plus tôt, elle entreprend, elle ose porter des projets. Mais il y en a encore beaucoup qui se limitent, qui n'osent pas aller jusqu'au bout de leur projet. Donc nous, notre pari, ça a été de contribuer à la démocratisation de l'entrepreneuriat de nos jeunes. Partout où ils se trouvent, dans les milieux ruraux, dans les quartiers, dans d'autres endroits. Parce qu'entreprendre, c'est difficile pour tout le monde, qu'on soit dans n'importe quel milieu. Après, il y a des environnements qui sont plus favorables que d'autres. Mais voilà, l'idée pour nous, c'est, voilà, tu es entrepreneur, tu es déterminé, tu as envie, tu as de la niaque à revendre, ok, on y va, on va le faire ensemble. On y va, on va avancer ensemble. Et voilà, dans cet état d'esprit, on s'est retrouvé avec Pierre Gattaz. Et après, aujourd'hui, voilà, le projet se développe au-delà du MEDEF parce qu'on a beaucoup d'autres partenaires qui viennent, qui sont intéressés par rapport au projet, qui s'investissent pour la plupart à pro bono. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, ils viennent, ils connaissent pas le projet, ils rentrent dans le projet, ils ressortent avec de l'énergie, ils prennent plus de plaisir en intervenant que les entrepreneurs, les déterminés prennent de plaisir à les recevoir. Parce que c'est vraiment de l'échange, c'est vraiment là, on est dans ce qui est l'entrepreneuriat, les vraies valeurs. Des valeurs de, tu vois, on veut essayer trop d'opposer l'entrepreneuriat au salariat, l'économie au social, etc. Mais finalement, nous, avec les déterminés, on a réussi à rassembler tout ça. On construit des ponts entre les gens qui ne viennent pas forcément des mêmes milieux, mais c'est ça l'état d'esprit. Parce qu'autour d'un projet individuel, on retrouve un état d'esprit qui est collectif, une envie de réussir tous ensemble. Et c'est ça la force. C'est ça la force des déterminés. Et c'est ça qu'on veut inculquer un peu partout. Que n'importe où, n'importe quel jeune, où il se trouve, quand il se dit j'ai une idée, j'ai un projet, je puisse la mettre en place. Et ça aujourd'hui, si on a réussi à faire ce pari, déjà on a fait beaucoup. On contribue aussi. Et c'est pas que nos entrepreneurs restent
uniquement des entrepreneurs dans les quartiers. Non, au contraire, c'est qu'ils fassent partie de l'écosystème économique du pays, qui participent à l'économie du pays, qui se développent, même au niveau international. Et c'est ça la force. Et c'est ça, quand on aura une vision comme ça, et créer des synergies entre des entrepreneurs qui viennent de partout, avec la force, avec des idées, la mentalité, les valeurs différentes, etc. Je pense que si on arrive à faire ce travail-là, on aura fait beaucoup. Donc ce partenariat, c'est un partenariat qui est très important. C'est aussi l'histoire de deux hommes qui ont voulu se réunir et faire bouger les choses avec du concret. Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est le concret. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins on a essayé. Et voilà un peu ce que je pouvais dire. Bah super, bah merci beaucoup. Merci, donc on va se laisser sur cette note, sur cette énergie. Moi, pour finir, j'avais juste une petite question. Je me suis rendu compte que chez les entrepreneurs, on est beaucoup sur les citations qui donnent de l'énergie, de la motivation. On peut penser notamment à la citation de Churchill qui est un peu emblématique, qui dit que la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je voulais savoir si vous aviez, je sais pas, une citation ou quelque chose qui vous boostait un peu ou que vous aviez toujours en tête. Je vais laisser Osama, le grand philosophe. Alors, Osama, le grand philosophe. Tu me poses une colle là, tu me prends un cours. Hein. Mais la première citation qui vient à l'esprit, c'est faites ce qui vous effraie le plus. C'est alors que je dise pas de bêtises, c'est Ralph Waldo Emerson qui dit ça. Et pourquoi, à votre avis? Pour sortir de sa zone de confort. Voilà. En gros, ce qui nous effraie le plus, c'est ce qu'on a paradoxalement le plus envie de faire. Voilà, petite punchline. C'est tout pour moi. Donne-moi le point d'appui, je te soulèverai le monde. Archimède. Connu Archimède, voilà. Ouais, très bien aussi. C'est ce qui nous a manqué, des points d'appui. Ouais, j'en ai une autre, si je peux reprendre, c'est Mao Zedong. Apprends-moi, donne-moi un poisson, je mangerai pour la journée. Apprends-moi à pêcher, je mangerai pour la vie. Moi j'en ai une encore de Churchill, c'est un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Ça résume bien l'entrepreneuriat. Bien vu aussi. Super, écoutez, merci à tous, merci d'être venus. Merci beaucoup. Merci. Belle émission.